Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission culturelle, économique et en même temps scientifique quand il le faut. Aujourd'hui, Laetitia et moi, nous avons l'honneur de recevoir deux jeunes talents, pleins à la fois d'intelligence et d'humour. Ce sont des chefs d'entreprise, ils ont des sociétés, ils ont en même temps d'autres possibilités qui vont être révélées tout à l'heure lors du débat. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle un grand événement à l'ambassade de la République démocratique du Congo la semaine dernière, qui a été un succès sur l'économie. Comment effectivement aujourd'hui investir en République démocratique du Congo pour que ce soit ce qu'on appelle une sorte de coopération gagnant-gagnant, particulièrement avec les États-Unis, particulièrement avec les Européens, particulièrement avec la France. Donc, quel plaisir que de recevoir donc des jeunes qui ont contribué au succès de cette rencontre. D'abord, nous les saluons l'un après l'autre. D'abord la femme, parce qu'ici nous sommes pour l'égalité des sexes, le respect des femmes. Madame la Marie-Galantaise, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Soyez la bienvenue ici, Merci. vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Monsieur l'entrepreneur, bonjour. Bonjour, très enchanté d'être là. Très bien. Alors, première question, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de la grande rencontre à l'ambassade de la République démocratique du Congo la semaine dernière? La question, on l'adresse d'abord à la Marie-Galantaise. Quelle leçon peut-on en tirer? Donc, ce qu'il faut retenir de la rencontre, c'est que c'est vraiment une terre d'opportunités. Il y a des vrais partenariats à nouer. Par contre, je tiens à préciser ce que ça a mis en valeur, c'est que ces opportunités-là doivent profiter aux locaux. Je pense que c'est un pays où on est vraiment venu beaucoup se servir et repartir. Là, il va falloir aussi inclure la population et que ça puisse participer au développement. Moi, c'est ce que j'en retiens et l'avenir semble prometteur, mais il va falloir avoir une coopération avec la diaspora et également avec les personnes au local. Alors, vous avez un conseil de communication, c'est-à-dire que vous recevez les bons entrepreneurs et vous les mettez en avant. Votre conseil en communication consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici d'efficace? Très efficace. Alors, nous, c'est vrai, on a un cabinet de conseil, c'est ce qu'on dirige. Nos valeurs principales, en fait, c'est de mettre en relation des experts avec des opportunités sur l'ensemble du continent africain. On a eu à intervenir au Congo. On est en train d'accompagner, par exemple, pour être factuel, une clinique qui est en train de se développer, qui en fait accompagne les personnes atteintes du cancer. Donc tout le circuit du soin, du suivi notamment. Et donc nous, on est là justement pour accompagner sur cette structuration de cette personne qui a décidé sur des fonds privés de développer cette clinique. Alors, avant de passer la parole à Laetitia qui va poser quelques questions à notre jeune entrepreneur, je vais vous poser une question simple. La jeunesse aujourd'hui, surtout celle de la diaspora, doit s'impliquer dans ce que j'appelle la réussite des entreprises étrangères qui viennent s'installer, que ce soit en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Quelle est honnêtement la vision de cette jeunesse de la diaspora? Votre vision, votre volonté de ne pas vous faire avoir comme certains de vos aînés à l'époque? Bon, moi je vais parler pour nous. Je ne vais pas parler pour toute la jeunesse. Je ne suis pas le porte-parole de tous les jeunes entrepreneurs de la diaspora, mais nous, on a une vision de partenariat. C'est-à-dire que on ne veut pas venir prendre la place de ceux qui sont là. Et pour que ça puisse vraiment, pour que nos pays puissent se développer de la bonne manière, il faudrait vraiment qu'on soit dans une synergie où tout le monde mette sa pierre à l'édifice. Donc nous, notre vision, c'est de venir soutenir dans un premier temps ceux qui sont déjà sur place et qui font déjà des choses et de venir apporter un plus avec d'un point de vue culturel, d'un point de vue avec les expériences que nous on a eues ici en Europe et ailleurs, et de venir apporter vraiment cette vision différente qui peut permettre de créer quelque chose d'homogène qui va profiter à tout le monde.
Merci beaucoup. Donc, pour rappeler le nom du conseil, c'est Novalis Conseil Pro. C'est ça. Je comprends, ça fait 2 ans que vous avez créé enfin, 2 ans que la structure est, on va dire, en place, mais ça fait plusieurs années. Donc, déjà, quelle est la genèse du projet? Et aujourd'hui, avec le taux de chômage qu'on observe en Afrique, quand même, quel est le processus déjà pour sélectionner les projets ou les entreprises et comment les acteurs qui nous regardent sur le continent et qui n'ont pas vent de Novalis Conseil peuvent faire justement pour pouvoir avoir ce levier. Ouais. Alors la genèse, c'est que nous, on est une équipe d'entrepreneurs qui se sont rencontrés en travaillant ensemble. On était tous à notre compte, tous entrepreneurs. Notre cœur de métier, initialement, c'est la formation. On est tous formateurs de différents domaines. Et puis, une opportunité s'est présentée il y a 2 ans, justement, à la naissance de Novalis, d'exporter notre expertise sur un temps donné en Afrique. Cette opportunité ne s'est pas faite, c'est les réalités aussi de l'entrepreneuriat, tout ne réussit pas. Mais on va dire que ça, pour moi, explosé un plafond de verre que je pouvais avoir en me disant comment je peux exporter mon expertise et comment ça peut servir aussi au pays dont on est issu. Et on s'est dit, cette opportunité, c'est pas faite. Structurons-nous, rassemblons-nous plutôt que je le fasse seule. Donc, je me suis entourée de personnes que je connaissais déjà, dont je connaissais aussi l'expertise. Et on s'est dit, à nous tous, on est au moins 5 de différents pays. On s'est dit, on va y aller, on va se présenter, on va structurer. Comme l'a dit mon collaborateur, c'est qu'on s'est dit, on va pas y aller pour remplacer. Donc, c'est pas envoyer des experts pour prendre des postes, comme ça peut se faire, de l'expatriation. C'est de venir sur des points donnés. Il y a un projet, il y a une problématique et on va venir intervenir sur la problématique sur un temps donné. Comme ça, on est sûr déjà au local de pas prendre aussi des postes des personnes locales. Au niveau du chômage, c'est vrai qu'il y a certains pays, puisque c'est important qu'on puisse parler pays par pays, où le taux de chômage est hyper important. Ce qui manque, c'est la formation, parfois. Et des fois, contrairement à ce qu'on peut le penser, c'est pas forcément que la formation technique. On est très axé en se disant peut-être qu'en Afrique, au niveau compta, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on a pu entendre, ils sont peut-être pas toujours OK. Au niveau du digital, si. Exactement. Si, contrairement à ce qu'on pense. Les compétences sur lesquelles on est les plus sollicités, ça va être tout ce qui est soft skills. Et donc, c'est tout ce qui est culture d'entreprise, tout ce qui va être management, RH, le savoir-être en entreprise notamment. Et c'est un peu des choses qu'on va négliger alors que c'est ce qui crée la pérennité des entreprises. Exactement. Et quand ces entreprises-là sont pérennes dans leur structuration, c'est des entreprises qui vont vivre plus longtemps et du coup, on va pouvoir employer aussi, grandir et employer plus de monde. Donc nous, on vient à la racine et la racine pour nous, c'est d'abord structurer. Donc on n'a pas la prétention aujourd'hui que ça permet en fait d'offrir des postes, d'employer à tour de bras, mais de se dire ce qui existe déjà, on le pérennise pour que ça dure dans le temps. Je finirai juste avec un chiffre. On sait que, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, les PME, la durée de vie, elle est de 5 ans. Pas par un défaut de compétences techniques, pas par un défaut de main-d'œuvre, c'est tout simplement parce qu'au départ, la structure n'est pas forcément pérenne pour amorcer une croissance et une compétitivité par la suite. Et donc, une entreprise qui ferme, c'est encore du chômage qui arrive, des licenciements et tout ce qui s'ensuit. Alors, nous sommes quand même inquiets. Il y a ce qu'on appelle actuellement la guerre commerciale. Ça vient du côté des États-Unis, mais ça vient aussi du côté de la Chine. Est-ce que les entrepreneurs africains, honnêtement, peuvent résister et retrouver une place dans cette guerre commerciale? C'est très important ce que je dis. Est-ce que nous n'allons pas, une fois de plus, dans cette guerre commerciale, être les perdants? Alors, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez des projets pour résister dans ce marigot de caïman? C'est très important. Alors, vous pouvez répondre si vous voulez. De mon point de vue, je pense que oui, les entrepreneurs africains peuvent résister et faire face dans cette guerre parce que le plus important, ça va être la posture qu'on va adopter, même au niveau de la manière de penser. Sur quoi est-ce qu'on se concentre?
Je pense que les Africains il y a souvent une faille qui se pose au niveau du fait que les Africains sont très distraits. Ils sont pas souvent concentrés sur les choses les plus importantes. Tout à l'heure, elle parlait des soft skills, donc les compétences comportementales. Ça, c'est une réalité qui existe en Afrique depuis longtemps. C'est une difficulté en Afrique. Je prends un exemple. Vous allez dans un hôtel 5 étoiles, la nourriture est bonne, les infrastructures y sont, mais la personne qui vous sert ne va pas avoir la posture qu'il faut. Il ne va pas avoir une posture 5 étoiles. Mais c'est des choses qu'on voit dans tous les domaines. Donc ça, c'est un exemple. Voilà les choses sur lesquelles il faudrait se concentrer pour pouvoir relever le niveau de nos services, pour pouvoir relever et finalement l'attractivité aussi de ce qu'on fait. Donc moi, je pense que oui, clairement, on peut. Et nous, Novalis, ce qu'on apporte au continent, c'est aussi le fait que on travaille non seulement avec des collaborateurs issus de la diaspora pour pouvoir apporter une vision différente, parce que faut pas se tromper. Nos cultures sont très riches, mais parfois nos cultures vont à l'encontre des valeurs d'entreprise, des valeurs de travail. Et à ce moment-là, il faut pouvoir s'en rendre compte et apporter, corriger ce qui ne va pas. Donc, je disais, on travaille avec des collaborateurs qui sont ici, mais on travaille aussi avec des collaborateurs qui sont sur place en Afrique, parce que on ne va pas avoir la prétention de dire que nous, on maîtrise le terrain sur place. Lorsque vous vous lancez dans un projet qui est dans une localisation inconnue, ou que vous découvrez, le plus important, c'est d'abord de s'imprégner de la culture sur place avant de venir intervenir. Donc nous, avec cette capacité à collaborer avec avoir des collaborateurs ici et là-bas, ça nous permet vraiment d'apporter une vraie valeur ajoutée. Mais justement, quand vous parlez de soft skills et de valeur de travail, quand on voit par exemple pour le côté les entreprises européennes ou même à l'échelle de l'économie mondiale, hein, si on peut dire, on peut voir que lorsqu'une entreprise, une multinationale s'implante, elle va quand même respecter aussi la culture de l'entreprise dans laquelle elle se trouve. Donc on va trouver des façons de communiquer communes, mais toujours propres. Et donc, pour l'Afrique, vous disiez qu'on allait à l'encontre parfois des valeurs d'entreprise. Mais est-ce que là, ma question, ça va être, est-ce qu'en Afrique, il y a déjà des valeurs d'entreprise africaines qu'on ne sait pas? Ou quand on dit on va à l'encontre des valeurs d'entreprise, c'est qu'on va simplement calquer des modèles extérieurs. Non, mais parce que c'est important. Est-ce qu'on va juste calquer des modèles extérieurs qu'on va mettre sur les entreprises dites africaines, mais au final pour un peu gommer la culture de base. Donc au niveau de la formation, est-ce qu'on essaie de comprendre déjà quelle est la valeur d'entreprise même du pays et de travailler des soft skills alignés avec la culture du pays en lui-même? On réfléchit déjà avec des valeurs d'entreprise externes pour voir l'entreprise comme une multinationale, mais au final, ça ne devient pas la culture africaine qui est valorisée. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut conserver son identité, mais il faut qu'on soit très honnête et très transparent. Il y a des normes internationales. Et si aujourd'hui, sur le continent, on veut être compétitif, il faut qu'on se conforme à ces normes internationales, comme le fait les États-Unis, comme le fait la Chine, comme le fait n'importe quel pays. Mais les Chinois se conforment aux normes internationales en ayant la capacité aussi de garder leur identité culturelle avec tout ce qui s'ensuit. Je pense que déjà, il faut que l'identité de la culture d'entreprise africaine soit bien identifiée, qu'on puisse mettre en valeur ce qui existe, mais aussi être dans la réalité dont se pose à un niveau mondial. Je vais prendre l'exemple, par exemple, ce qu'on accompagne aussi sur la cybersécurité. On parle de la digitalisation, de la numérisation en Afrique,
Mais derrière, en fait, au-delà de ça, il faut qu'on puisse aussi prendre le pas aussi directement de la cybersécurité. Pourquoi? Parce que je pose un constat très concret, c'est que certaines entreprises refuseront de travailler avec des entreprises africaines, non pas parce qu'elles n'ont pas la technique et il n'y a pas ce qu'il faut, parce que d'un point de vue cybersécurité, elles sont pas aux normes. Pour moi, c'est pas faire et ensuite se mettre aux normes. C'est essayer de se mettre aux normes directement pour garder, en fait, toujours notre positionnement. C'est un exemple. Mais les normes internationales, aujourd'hui, on voit quand même que c'est les puissances qui les dictent. Oui. Donc, les normes internationales qu'on dicte, c'est les normes américaines, disons-le clairement. Aujourd'hui, maintenant, on a l'Asie parce qu'ils ont su monter, mais justement, avant d'avoir la norme asiatique, eux se sont conformés à leur propre culture. Oui. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'Afrique qui a un regard sur le monde et qui rencontre un réel éveil, est-ce qu'on éveille aussi sur la culture des pays dans lesquels on s'implante pour montrer qu'il y a une possibilité d'avoir un discours international avec nos valeurs, ou c'est tout de suite mettre les normes internationales telles qu'elles sont aujourd'hui et du coup se laisser encore un peu dominer comme on peut le voir dans d'autres domaines? Bon, je pense que déjà ça dépend du projet. C'est-à-dire, ça dépend du besoin qu'il y a. Mais d'un point de vue général, je dirais quand même que tout à l'heure, j'ai parlé de culture. C'est peut-être pas le mot le plus adapté. Disons que il y a certaines habitudes. Je vais vous donner un exemple. Nous, notre premier C'est pas accompagnement. des pièges, hein. Non. Même si c'est le piège, il n'y a pas de problème. Mais notre premier accompagnement, c'est une entreprise une entreprise ivoirienne de 150 salariés, une PME de 150 salariés dans laquelle, en fait, on ne va pas travailler parce qu'il pleut. Par exemple. À quelle heure? Pourquoi? Vous voyez? Mais ça, c'est une réalité du terrain. Où on vous dit que bon, boss, je suis pas venu aujourd'hui parce que il a plu. Le gars, il arrive à 14 heures au travail. Oui, ce matin, il pleuvait et tout va bien. C'est normal. Voilà sa justification. Il n'a pas appelé, il n'a pas signalé que, voilà. Mais il est venu à 14 heures au travail parce qu'il a plu. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On nous fait comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'entreprise ne fait pas plus de 5 ans, pourquoi on s'étonne? On est surpris de quoi? Sur le carreau, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est pas la culture c'est pas la culture ici, mais ce sont des habitudes. Et à un moment donné, ça devient tellement ancré que ça fait partie de la culture. Donc, c'est de ce genre de choses que je parle. Quand je dis qu'il faut pouvoir gommer, c'est que, d'accord, j'ai mon entreprise, je suis en Côte d'Ivoire, mais il faudrait que toi, la personne qui postule chez moi, il faudrait que tu saches que quand tu passes le palier de ma porte, il y a des règles à respecter. Et c'est pas les règles du quartier ou bien des valeurs populaires. Il y a une charte, il y a un nombre de choses à respecter et c'est ça que nous on essaye aussi d'inculquer au niveau de la structure, etc. Je suis totalement d'accord qu'il faut corriger les sales habitudes africaines. C'est clair. C'est d'ailleurs ce qui nous met en retard. Mais il faut reconnaître aussi que vous, les entrepreneurs, c'est vous qui devriez, à tout moment et à tout endroit, dire que, voilà, nous allons, par exemple, investir en Côte d'Ivoire, nos règles sont strictes. Il faut être à l'heure, il faut savoir ce que l'on fait, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Il faut être exigeant. Bien sûr. Ça, c'est important. Mais en même temps, pour revenir à la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pendant 18 ans, gouverne la République démocratique du Congo. Nous nous rendons compte qu'il était manipulé à la fois par la mafia internationale et la mafia locale, uniquement pour des intérêts sordides. C'est clair. Alors, dès qu'on a commencé à le dénoncer, on a dit, voilà, lui, c'est un journaliste qui est en train de... D'abord, pour eux, dès que tu dis la vérité, tu es un grossiste. C'est-à-dire que je ne suis pas là. Moi, je leur ai dit, nous, on ne vient pas ici pour déstabiliser Joseph Kabila. Joseph Kabila, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts entre-temps. Évidemment, avec l'appui de Kagame. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Mais dès que vous dites ça, on dit, ah, lui, il est comme ça. Non. Ce que vous dites est vrai. Mais aussi,
chez les entrepreneurs comme chez les hommes politiques, il faut absolument se corriger. Il faut prendre de bonnes habitudes. Il faut moraliser. C'est très important ce que je vous dis. Et c'est pourquoi moi je suis très content quand je vois des jeunes entrepreneurs de dire faites comme Ousmane Sonko. C'est pas les mêmes pays. La République démocratique du Congo est un grand pays. Le Sénégal est un petit pays. Le jeune Ousmane Sonko et l'actuel président de la République, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont compris qu'il y avait trop de légèreté, ils ont dit il faut changer de paradigme. Il faut tout changer. Et le peuple sénégalais, et c'est ça le problème, c'est le peuple sénégalais a tout de suite compris qu'il fallait tout changer. Sinon, on n'irait pas de l'avant. Alors vous, je compte sur vous, Marie Galantaise, parce que même aux Antilles, hein, je le dis, il y a une certaine légèreté, et il faut combattre cette légèreté. Donc, ce que je voudrais savoir, sans polémiquer, on a horreur de polémiquer, nous, on veut argumenter. Qu'est-ce que ensemble, la presse, les entrepreneurs, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que justement la légèreté et ce que j'appelle la corruption s'arrêtent? Parce que c'est ça les deux mots qui ruinent l'Afrique, la légèreté et la corruption. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que cela se stoppe? Alors sur la corruption, moi je me lancerai pas sur le sujet parce que j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir vous répondre de façon adaptée. Mais j'ai envie de vous dire, ça va être à l'échelle individuelle d'apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi pour le bénéfice du groupe. C'est-à-dire que nous, quand on vient, je le répète, c'est pas de venir prendre les opportunités et repartir. C'est essayer de s'inscrire aussi, de se dire oui, je suis entrepreneur. Alors soyons transparents, quand on est entrepreneur, c'est aussi pour faire du business. Mais ce business s'inscrit aussi dans quelle dynamique pour le pays dans lequel je viens. Et je pense que c'est un respect que doit avoir aussi la diaspora, parce que sinon, dans ces cas-là, on n'est pas mieux que les autres, de venir se servir et de repartir, et de se dire, quand les entreprises font appel à nous et qu'on arrive justement avec une vision, hein, des fois qu'on peut nous dire occidentalisée, nous, on fait aussi un pas de côté de se dire, on a des choses à déconstruire. Ceux qui nous accueillent ont aussi des choses à déconstruire. Une fois que chacun a fait cette déconstruction, on essaie de créer un pont pour essayer de regarder vers l'avenir et regarder aussi dans l'ensemble. Et je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. Alors ça arrêtera pas, peut-être pas la corruption et tout ce qui s'ensuit, mais on se dit, voilà, on s'inscrit dans une dynamique qui vont peut-être bénéficier à telle entreprise à l'instant T, mais c'est aussi augmenter le niveau, s'aligner, penser développement, penser aussi long terme. Alors nous, on fait ça aujourd'hui, mais j'ose espérer ce qu'on fait aujourd'hui avec nos valises va s'inscrire dans une dynamique qui va être plus pérenne. C'est un peu ma réponse vis-à-vis de ça. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, en tant que Camerounais, je pense que... Félicitations. Merci. Je pense que, oui, la corruption, il y en a beaucoup dans mon pays et ailleurs aussi, hein. Pas comme si... Hein. Mais je pense que déjà, il faut comprendre pourquoi il y a la corruption. Moi, j'ai deux éléments de réponse qui sont pas forcément les seuls, mais je pense que déjà, il y a le fait que quand quelqu'un, je sais pas moi, il a un master, donc il est allé à l'école, il a fait 5 ans de plus après le bac, il a même peut-être fait plus de 5 ans pour avoir son diplôme, et à la fin, il n'a pas de travail, il se retrouve en train de faire le benskin, donc conduire la moto-taxi. Il se pose des questions. Demain, s'il a l'opportunité de prendre, est-ce qu'il va pas prendre? C'est ça aussi. Ça, c'est un élément. C'est qu'à un moment donné, quand il y a... Je parle pas que pour le Cameroun, attention. Je dis de manière générale. Non, je comprends. Voilà. Il y a ça. Et puis, l'autre élément qui pousse à la corruption, c'est de se dire que quand tu entres dans un système où c'est comme ça que ça marche, on te fait même comprendre que si tu ne suis pas le mouvement, on t'éjecte, ou bien on te met même des barrières. Carrément, non seulement on t'éjecte, mais en plus de ça, on t'empêche de faire autre chose ailleurs, dans d'autres couloirs, comme on dit souvent. Tu te dis, bon, c'était pas mon intention de base, mais finalement, je pense que si je veux nourrir ma famille, si je veux développer mon business, parce que l'entrepreneuriat, ça reste un business, même si on est là pour résoudre des problèmes sociétaux, apporter des solutions à la société,
on cherche quand même à faire de l'argent. Moi, je n'ai pas peur de dire que moi, je veux gagner de l'argent. Bien Oui, sûr. voilà. Et c'est pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui et pas salarié. C'est une petite Alors, pique, mais voilà. j'espère Mais que vous serez un excellent entrepreneur. Mais je vais vous dire deux choses. Nous avons reçu ici des représentants de Maurice Kamto, par exemple, qui ont parlé effectivement qu'il fallait lutter contre la corruption. Ils ont expliqué pédagogiquement, comme vous le faites, pourquoi le Cameroun a eu des problèmes jusqu'ici. Alors, moi, ce que je souhaite, quand j'ai un jeune entrepreneur panafricain, camerouno panafricain, je voudrais qu'ils disent, si demain, je dois, comme on a fait à l'ambassade du Cameroun, il y a eu une très grande rencontre, tu te souviens, une grande rencontre. Oui, à l'ambassade, c'était très bien convivial et tout. Je voudrais des jeunes Camerounais comme vous venir parler poliment de la façon qu'il faut se comporter. C'est très important. On ne peut pas continuer dans les mêmes erreurs. On est d'accord? on est d'accord. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous serez encore réinvité parce que vous avez l'art de discuter et en même temps de transmettre un certain message. Maintenant, est-ce que dans le cas de la République démocratique du Congo, vous en avez parlé par exemple avec Cédric, qui avait organisé cette rencontre, ou avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, durant la rencontre qui s'est passée la semaine dernière? Alors, c'est pas un sujet qu'on peut aborder si facilement, très honnêtement. Et c'est nous, ce qu'on cherche à faire quand on fait en tout cas du networking et qu'on est face à certaines délégations de certains pays, comme on a eu à faire dans des événements, c'est déjà de se présenter, de présenter notre entreprise, quels sont nos objectifs aussi pour rassurer, parce qu'on vient pas en terrain conquis. Il faut déjà aussi montrer patte blanche. Et ce que je disais pas plus tard qu'il y a une semaine à mon collaborateur, c'est de lui dire, c'est ça la différence aussi quand on fait du business en Europe par exemple ou en Afrique, c'est que nous, en Afrique, l'humain compte aussi. Donc il faut qu'on sente les choses. Après, une fois que l'humain et qu'on vous a quelque part validé humainement, après, les choses au niveau du business sont possibles. Là où je trouve, c'est mon expérience personnelle, qu'en Europe, c'est d'abord les compétences et après, humainement, vous pouvez ne pas faire l'affaire, mais tant pis, les compétences sont là. En Afrique, c'est l'inverse. Et donc, arriver d'entrée de jeu, très honnêtement, avec ce type de sujet extrêmement sensible, on pourrait aussi nous demander notre légitimité. Nous, d'autant plus issus de la diaspora et être très vite renvoyés de quoi vous parlez. Donc, j'ai envie de dire, moi, ma vision des choses, c'est déjà d'arriver, qu'on m'accepte, parce que je pense que c'est la moindre des choses quand on arrive chez quelqu'un, qu'on soit accepté, qu'on montre de quoi on est capable, de faire ce qu'on peut faire. Et ensuite, effectivement, quand on nous y autorise aussi de dire quels sont les freins et quelle est la réalité aussi des problématiques qu'on peut observer. Moi, c'est mon processus. Et j'ai vu que sur le site, vous faites du coup des audits d'entreprise, mais est-ce que vous faites aussi des audits des pays qui vous intéressent au niveau de l'entrepreneuriat pour voir justement quels sont les besoins et donc d'identifier quels sont les projets ou les projets d'entreprise ou les entreprises qui se lancent pour lesquelles vous pouvez apporter aussi votre aide, ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus les entrepreneurs qui viennent vous solliciter? Non. En fait, audit, c'est un grand mot. Mais par contre, on fait des veilles. Des veilles où on se documente, on s'informe sur ce qui se passe dans tel ou tel pays, quelles sont les opportunités, sur quoi est-ce qu'on peut accompagner, quelle est l'actualité. Voilà. Donc, oui, on se documente beaucoup. Et cette veille, elle est faite aussi par les cabinets, parce que nous, on noue des partenariats avec des cabinets de conseil qui existent. La plupart des pays sont dotés d'excellents cabinets de conseil. C'est ça que je redis, nous, on vient pas remplacer quelque chose qui n'existe pas, ça existe déjà. Ce qu'ils attendent de nous, c'est justement apporter l'expertise qu'ils n'ont pas forcément au local. Et c'est pour ça que cette veille, elle se fait naturellement par ceux qui y sont déjà. Et quand on dit, écoutez, le cabinet Novalis, venez nous seconder, nous accompagner sur tel projet parce qu'il nous manque telle expertise, c'est aussi leur responsabilité de nous sensibiliser aux réalités locales, à la veille. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas à s'implanter. Il y a certains pays qui nous disent, venez développer par exemple nos valises dans chaque pays. On se dit qu'aujourd'hui,
Alors peut-être rendez-vous dans 10 ans, je l'espère, pour vous dire, bon, on a changé d'avis, on va s'implanter partout. Là, aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, nous, on a des partenariats, parce que d'excellents cabinets existent. Il manque certaines choses, donc on vient juste compléter et puis on repart. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question beaucoup plus facile à répondre. Le Fonds monétaire international manipule tout ça, en bien comme en mal. Vous, en tant que jeune entrepreneur et surtout vous qui avez un conseil, est-ce que le Fonds monétaire international agit pour ces pays pauvres? C'est très important ce que je vous dis. Les pays pauvres ont toutes les matières premières. Malheureusement, ils n'ont pas ce qu'on appelle des cadres qu'il faut, c'est ce qui manque. Le cerveau qu'il faut. Des hommes qui peuvent dire au Fonds monétaire international, ça c'est bon pour mon pays, ça c'est pas bon. Votre regard sur le Fonds monétaire international, est-ce que c'est un regard complaisant ou un regard vraiment en disant le Fonds monétaire international déconne parfois? Il déconne, hein, quand il s'agit des pays pauvres. C'est toi qui l'as regardé quand elle a posé la question. Bon, alors, Donc tu peux répondre. Elle va répondre. Non, elle va répondre. Alors, on n'est pas très honnêtement impacté, nous, directement, par ces questions-là. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de pas me positionner. Maintenant, il est vrai aussi que quand on intervient, parce qu'il y a aussi la question du financement, parce qu'il faut pouvoir financer nos prestations. Et c'est vrai qu'on se dit que les appels d'offres qui sont faits par certaines agences mondiales et organisationnelles, etc., ne correspondent pas forcément aux besoins à l'instant T des entreprises. Ça, c'est une réalité. Et c'est ce qui va coincer. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre vision et ils décident, par exemple, d'allouer des fonds selon leurs problématiques qu'ils ont observées. Sauf que les entreprises derrière nous soulèvent d'autres problématiques où ils aimeraient pouvoir avoir des financements pour pouvoir faire appel, par exemple, aux services qui répondent aux problématiques qu'ils ont. Donc, c'est la seule question conventionnelle que je pourrais vous donner. Et concernant la place des femmes, parce qu'on parle beaucoup quand même des femmes, l'entrepreneuriat. Allez, c'est parti. Parce qu'on a la chance d'avoir une femme qui a fondé, donc confondée, accompagnée d'un homme, c'est quand même beau aussi, parce que c'est aussi montrer l'humain tel que vous l'expliquiez tout à l'heure. Est-ce que du coup, il y a aussi cette volonté de mettre en avant ces femmes entrepreneurs issues du continent ou même de la diaspora qui œuvrent justement à mettre en lumière cette matière grise, ce génie du coup économique au sein de la communauté? Est-ce que vous targetez ça aussi en particulier? Alors, pour être honnête, on va pas le mettre plus en avant parce que je l'incarne naturellement. C'est-à-dire que ma présence en tant que femme apporte déjà l'équilibre au sein de l'équipe. Aujourd'hui, les 3 autres collaborateurs privilégiés sont des hommes, il est vrai. Mais les consultants, forcément, en tout cas moi j'ai à cœur que quand on reçoit des CV, d'assurer qu'il y a quand même un équilibre, c'est hyper important. Et le binôme, très honnêtement, il s'est fait. C'est lui qui a pensé en disant, contrairement, c'est même pas moi qui ai eu le temps d'y penser et de le porter, de se dire on est un binôme. Mais c'est important de le dire, c'est que pour le coup, on est un binôme. Et il s'est dit, justement, on est un binôme parce que hommes et femmes, ça véhicule un message. Et ça, le message que ça véhicule, c'est que on reconnaît les compétences de tout à chacun. Et toute femme qui aura les compétences qui correspondent à nos besoins sur nos projets sera le bienvenu. Mais le premier à l'avoir formulé, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque moi c'était en moi et c'était ancré, mais l'avoir dit oralement, pour le coup c'est l'un des hommes du cabinet et je trouve ça extraordinaire. Moi aujourd'hui je suis cofondatrice, mais je suis aussi la gérante à temps plein du cabinet et ça pose aucun souci. J'ai envie de vous dire, au-delà du genre, je pense que je suis accompagnée de personnes qui ont une vraie intelligence émotionnelle. De toute façon, sinon on pourrait pas travailler ensemble au-delà des compétences. Mais c'est vraiment quelque chose qui est porté, mais de façon tellement naturelle que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant sur nos réseaux. Mais j'espère que ma présence, c'est ce que ça véhicule. Voilà. Mais au niveau des entreprises que vous accompagnez. Allez-y. Non, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, justement, et c'est ça la question, est-ce que vous faites en sorte aussi de véhiculer et de motiver les femmes entrepreneurs qui ont un peu plus de mal, surtout sur le continent
surtout sur le continent. Moi, je fais partie d'un programme aujourd'hui qui s'appelle Bloom Challenge, où 30 femmes leaders justement au Cameroun. Et ce qu'on observe beaucoup, c'est que par rapport aux femmes, déjà il y a ce manque de connaissances, de pouvoir dire qu'il est possible de pouvoir se lancer, de faire des projets, mais c'est aussi difficile de parfois d'être accompagné. Donc, est-ce que votre structure fait aussi la démarche et l'effort de pouvoir aller chercher des projets tenus, réfléchis par des femmes pour pouvoir montrer que c'est possible? Bon, là, je pense que c'est un souhait. Ah non, non, c'est pas forcément un souhait, c'est une réalité. J'ai l'impression que vous souhaiteriez que oui. Alors, bon. C'est un souhait, mais c'est aussi une réalité. Quand on le voit exprimé par les femmes elles-mêmes du pays, on se rend compte que c'est une réalité. Bon, tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Moi, je suis humble. Donc, je voulais pas le dire, mais elle l'a dit. Je pense que c'est important de mettre les femmes en avant sur ce genre de projet, sur ce genre de dans l'entrepreneuriat en général, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, il faut pas faire semblant de ne pas voir ce qu'il y a autour de nous. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que il y a un certain, je vais pas dire un combat, mais il y a cette histoire de femmes qui se revendiquent et qui, comme tonton a dit tout à l'heure, prône l'égalité. Et ce qui est totalement normal. On est tous des humains, nous sommes tous égaux. Maintenant, je pense que c'est important de véhiculer cela parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation aujourd'hui. Voilà, il y a les féministes du dimanche qui vont dans un sens. Alors, on arrive à la fin de cette belle émission. Je suis content d'apprendre que votre conseil fait ce qu'on appelle hommes et femmes, on les met sur le même pied d'égalité, mais ça c'est magnifique. C'est-à-dire que vous devez mettre les femmes et les hommes sur le même pied d'égalité. C'est ça le changement réel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les hommes dominent tout le temps les femmes. Et maintenant, il ne faut pas non plus que les femmes cherchent coûte que coûte à écraser les hommes. Donc nous sommes faits pour aller ensemble. Je salue le monsieur et la dame. Et la Marie-Galantaise, j'espère qu'on va vous réinviter, mais lui aussi on va le réinviter, parce que le débat était de très bon niveau, et je suis très content de vous avoir reçu avec Laetitia. Je vous dis à la prochaine fois. Diffusez ce que j'appelle cette émission. C'est votre émission. Dites à la jeunesse entière camerounaise de la République démocratique du Congo que nous avons une émission sans tabou, où on se parle ouvertement dans le cadre pour avancer, faire un sursaut à la fois sur le plan économique, culturel, comme les Asiatiques. On est d'accord? On est d'accord. Merci beaucoup. Merci à très vous. bientôt. Merci.